il serait peut-être pas mal ou intéressant de vous parler de mes lectures pour les cours, donc pour l'université. Pour vous donner, pour vous en informer, je suis en littérature, en licence 3 de littérature à l'université de Rouen. Enfin licence 3 de lettres modernes, plus précisément. En littérature, c'est vague, mais voilà. Du coup, je me suis dit que vous parlez de mes lectures et potentiellement vous parler de mes avis lorsque j'aurai tout lu. Parce que là, on est au mois de mars et j'ai lu tout ce du premier semestre, donc le semestre 5. Et donc, il me manque beaucoup du semestre 6, même si j'ai bien commencé à lire quand même. Mais voilà, du coup, je voulais vous en parler, commencer à vous en parler, et ensuite, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de mes lectures, quand j'aurai tout lu. Donc, pour commencer, en littérature et Moyen-Âge, j'ai j'ai eu à lire le roman de Renard. Et on peut voir que je mets des petits tickets de magasin pour les endroits qui sont très importants du livre. Donc on est sur une œuvre assez étonnante, on va dire, parce que c'est une œuvre qui a été écrite au Moyen Âge. Donc c'est une œuvre écrite par trois auteurs qui sont Pierre de Saint-Cloud, Richard de Lison et un prêtre de la Croix-en-Brie. Et du coup, on est sur une œuvre anthropomorphique. On suit l'histoire d'un renard, donc le goupil qui s'appelle Renard, et de toute sa société, enfin de sa société à lui, de tout ce qui se passe dans sa vie et donc dans la société des animaux qui vivent comme des hommes. Donc on a, comme chez nous, comme dans notre monde à nous, la justice, des femmes, des mariages, de l'amour, enfin tout ça, de la tromperie, de la trahison. Et donc on est dans un univers assez vaste puisque il y a plusieurs branches dans ce livre, donc plusieurs récits qui se suivent, mais qui ne se suivent pas vraiment de façon chronologique. On verra plus comme un peu comme Marvel, on va dire, où il y a des scènes, enfin des histoires et des scènes qui font référence à d'autres scènes, mais de façon bien plus loin ou de façon bien plus en avant. Donc c'est pas très chronologique, mais l'histoire, même si ce n'est pas des histoires qui se suivent comme ça, où on sait que par exemple si la branche 1, par exemple, si je la termine, je sais très bien que dans la branche qui suit, on n'aura pas forcément la suite de cette histoire-là, donc on n'aura pas l'approfondissement de ce qui vient de se passer, mais on aura une autre histoire et donc un autre récit. Mais je trouve ça très intéressant, vraiment. Je pensais au début que je n'allais pas aimer. Donc le roman de Renard, vraiment, c'est une œuvre très intéressante qui, vous pouvez le lire, mais vraiment, je vous conseille de le lire. Bon, il y a des scènes assez difficiles, il y a des scènes de viol, des scènes de cruauté, des scènes de violence, des scènes où il y a littéralement la description du sang, des scènes où il explique comment il arrache par exemple le museau de l'ours avec sa ruse et tout ça. Parce que nous sommes avec donc Renard le goupil, qui est très rusé et qui adore se moquer des gens, qui adore tendre des pièges. Et justement, il va tendre des pièges à ses amis grâce à l'aide des humains. Par exemple, il va dire à Isengrin d'aller voir. Isengrin, c'est un loup qui va aller voir chez les humains pour aller par exemple chercher à manger. Et Renard va le trahir parce que Isengrin va se faire attraper par les humains. Et alors que Renard le savait très bien. Voilà. Donc on est vraiment sur la ruse du renard qui est très intéressante. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. On est vraiment sur le fait qu'un renard est rusé diabolique, on va dire, même de toute façon avec le fait qu'un renard est roux, c'est pour ça que dans les bestiaires on mettait que le renard était rusé et que c'était une forme maligne parce que il représente le diable par sa rousseur. Donc voilà, vraiment il y a des trucs incroyables, vraiment très intéressants dans ce livre. J'ai adoré, vraiment je l'ai adoré, donc je vous le conseille fortement, vraiment je vous le conseille. Pour la littérature comparée du premier semestre, donc du cinquième semestre, j'avais 5 œuvres à lire. Et donc il s'agit des œuvres qui ont pour thème commun l'identité et la recherche d'identité, la recherche du fait de quelque chose, enfin de quelqu'un. La connaissance qu'on a des personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que quand je vais vous faire le résumé des livres, vous allez comprendre. Donc, par exemple, cette pièce de théâtre-là, c'est 8 femmes de Robert Thomas, que je pense que vous connaissez peut-être par le film. Et moi, j'ai du coup,
c'est quoi comme édition? Étonnant classique. Édition Flammarion, voilà. Donc j'ai dans cette édition-là, et je sais plus si c'est cette édition-là qu'il me fallait spécifiquement pour les cours. Mais du coup, juste, je me rappelle des personnages, parce qu'il y a tellement de personnages que les prénoms, c'est problématique. Ah, oui, c'est vrai. Du coup, on est sur toute une famille, donc c'est une famille avec qui est principalement composée de femmes. Et nous avons Susan, qui est une des jeunes filles de la dame, comment elle s'appelle? Ah bah attendez, je suis bête, dans une pièce de théâtre, il y a quoi? Une explication. Donc nous avons Susan qui est la fille aînée qui a 20 ans et on suit sa mère, donc Gabi qui a 45 ans, Catherine sa fille cadette qui en a 17, Mamie la grand-mère, Augustine sœur de Gabi qui est une tante assez frigide on va dire. Et donc on a les domestiques, Madame Chanel qui a 50 ans et Louise qui en a 25. Et Pierrette, une femme de 35 ans qui est la sœur du mari de Gabi, donc la sœur du père, qui est donc la tante. Voilà. Bref, du coup, je vous explique ça. Donc Susan, elle revient de son école parce qu'elle est en Angleterre, si je me trompe pas. Et donc elle revient de son école pour retrouver sa famille. Sauf que le jour où elle revient, il se passe un truc très très compliqué dans sa famille, c'est que leur père a été assassiné et elles sont toutes les femmes de la famille sont enfermées dans la maison parce qu'elles sont persuadées que c'est l'œuvre d'une d'elles. Parce qu'il n'y a personne qui est rentré dans la maison, il n'y a personne qui a pu rentrer et sortir puisqu'elles étaient toutes là, elles l'auraient entendu, les chiens n'ont pas aboyé. Une des sœurs, leur tante n'a pas bien dormi la nuit, donc elle aurait entendu que quelqu'un serait rentré dans la maison. Donc c'est obligatoirement quelqu'un de la famille qui a tué le père. Et donc on va suivre l'enquête, on va suivre comment expliquer ça, comment elles vont vivre la situation, comment elles vont essayer de comprendre ce qui se passe, comment essayer de comprendre les mensonges derrière chaque alibi de chacune, parce que chacune va se donner un alibi en disant bah non moi j'ai fait ça cette nuit, oui mais t'as dit que tu faisais ça cette nuit, mais je t'ai entendu faire autre chose cette nuit. Donc en fait on va voir que chacune ment et que chacune a des preuves pour montrer que les autres mentent. Vraiment, c'est très intéressant parce que chacune a le pouvoir de dire aux autres que non, elle ment parce qu'elle a fait ça. Mais comment croire la personne qui nous dit qu'elle a fait ça alors que tout le monde est en train de mentir et que tout le monde est en train de se suspecter, tout le monde est en train aussi de se défendre et de prouver aux autres que ce n'est pas elle qui a fait ça parce qu'elle a fait ça, mais en même temps elle est en train de dire aux autres que c'est peut-être tata, on sait pas ce qu'elle faisait cette nuit, ou alors c'est peut-être maman t'aimais peut-être pas papa, voilà. Il y a vraiment beaucoup de trucs incroyables. Vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai pas lâché. Ensuite j'ai regardé le film m'a laissé un peu perplexe, alors j'adore les actrices. Mais par contre la scène avec Catherine Deneuve et Fanny Ardant, j'étais en mode ma sœur a adoré cette scène, mais moi j'étais mais qu'est-ce que ça nous ajoute à l'histoire? Je n'ai pas compris. Et voilà, j'ai pas compris l'ajout de cette scène dans le film. Je n'ai pas compris ce que ça... À part donner une tension sexuelle, je ne sais pas ce que ça ajoutait au film. Voilà, donc moi j'étais beaucoup plus intéressée par le fait d'essayer de comprendre l'identité et d'essayer de comprendre qui étaient réellement les personnes qui sont autour de nous. Parce que c'est des membres de notre famille, on est censé leur faire confiance. Mais sauf que là, il y a un meurtre et du coup, on peut plus faire confiance à personne. Même pas à sa mère, même pas à sa sœur, même pas à sa grand-mère. Donc vraiment, ça remet tout dans le désordre. Voilà, vraiment, l'histoire est incroyable. Je vous conseille de la lire parce que la fin est incroyable. J'étais en mode, je l'ai pas vu arriver la fin, donc je vous conseille de le lire. Et donc une autre pièce de théâtre sur l'identité, c'est Comme tu me veux de Luigi Pirandello. Et donc là, je vais vous lire le résumé. Tu te mens à toi-même, même avec ta sincérité dégoûtante, parce que même ça, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas si atroce que tu le dis. Mais console-toi, personne ne ment vraiment tout à fait. On cherche tous à donner le change aux autres et à nous-mêmes. Cette pièce de théâtre, elle est vraiment très intéressante parce qu'on est dans une période où donc c'était la guerre et nous avons... Comment elle s'appelle déjà? Oui, j'ai un problème avec les prénoms.
Je vais retrouver. Peut-être elle est en plein milieu, je vais la voir. Ah mais à la fin c'est... Non, à la fin c'est pas ça. Il n'y a pas son nom à la fin. Je suis bête. Hop. En fait je confonds avec un autre prénom. Du coup j'essaie de voir quel est le vrai prénom. Mais attendez. Voilà. Je suis bête. Bah du coup c'est l'inconnu. Mais oui mais c'est l'inconnu. Mais oui mais moi je voudrais bien avoir le vrai prénom de l'inconnu. Parce qu'on l'appelle par un prénom au bout d'un moment. Sia. Lucia, voilà, pardon, excusez-moi. Du coup, on est sur l'histoire de Sia, Lucia, donc qui, pendant la guerre, a eu a vécu une situation atroce. C'est qu'elle était seule dans sa villa et donc avec les horreurs de l'humanité pendant la guerre, une femme qui est très belle, qui est toute seule. Certains hommes, durant la guerre, ont profité d'elle et donc l'ont complètement détruite, l'ont complètement... Voilà, elle est complètement... Elle n'est plus elle-même. Et donc elle disparaît et les membres de sa famille, après la guerre, retournent dans la villa et la villa est complètement détruite. Donc ils se disent, mon Dieu, la villa est détruite. Comment doit être Lucia qui, elle, a vécu dans cette villa qui a été détruite, a vécu l'horreur humaine, a vécu les atrocités qu'un homme peut faire à une femme. Et du coup, ils vont essayer de la rechercher et ils vont essayer de la retrouver. Et un jour, c'est Dofi, si je me trompe pas. Je ne me rappelle plus si c'est Salter ou Buffy qui la retrouve. Enfin bref, il y a un membre de sa famille qui retrouve une personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et il est persuadé que c'est elle et donc il va la présenter à la famille progressivement pour montrer que Lucia est vivante, Lorcia est vivante et elle va très bien, elle est lumineuse, elle est pleine de vie, elle va très bien, sauf que certains membres de la famille doutent de son identité. Parce qu'elle dit oui à tout. Certaines fois, elle va dire ah oui, oui, c'est moi. Et d'autres fois, elle va dire mais non, vous dites que c'est moi, donc je crois que je suis ce que vous cherchez, donc je ne suis pas sûre de qui je suis. Donc on est sur vraiment un trouble identitaire où certains membres de la famille veulent se persuader, quoi qu'il arrive, que c'est elle, c'est Sia, c'est elle. C'est la fille qui leur manquait dans leur famille, c'est elle qui leur manquait. Ils veulent se persuader parce qu'ils ne veulent pas subir le deuil de se dire qu'elle est peut-être décédée ou qu'elle est pire que ça ou que par exemple elle est en état de démence tellement elle est pas bien avec ce qu'elle a vécu. Ils veulent se dire que non, elle va très bien, qu'elle est lumineuse et que c'est cette femme qui est devant eux, qui est pleine de vie, qui est leur Sia. Et elle est un peu embrouillée, on va dire, entre ce que les autres lui ont dit et ce qu'elle croit être. Et donc elle ne sait plus si c'est parce qu'on lui a dit qu'elle le sait ou c'est parce qu'elle le sait qu'elle sait qu'elle a existé comme ça. Par exemple, il y a une situation où elle va dire quelque chose et il va dire oui, c'est ça, personne te l'a dit. Et elle lui dit oui, mais je l'ai lu. Et là, ah, mais comment prouver que c'est elle si chaque élément qu'elle sort, c'est un élément qu'on lui a dit, un élément qu'elle a pu lire ou voilà. Et donc un autre membre de la famille va être en mode non, 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 c'est pas elle. Comment déjà elle peut être aussi lumineuse alors qu'elle a vécu les atrocités du monde. Et donc ils vont dire que c'est une autre fille qui a été retrouvée et que c'est elle, cette fille-là, qui est Lucia. Donc c'est une folle qui, elle, a été en asile parce que vraiment elle n'était pas bien. Elle a souffert, son cerveau s'est complètement éteint. Elle est l'ombre d'elle-même, quoi. Son corps n'est même plus conscient, son corps est là, mais sa tête, elle vit les pires atrocités. Et donc certains membres de sa famille vont regarder cette fille et lui dire non, c'est pas elle. Et d'autres vont dire oui, c'est elle, parce qu'en fait, ils sont dans ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, c'est que certaines personnes de la famille ont tellement peur de devoir être endeuillées et de se dire que la personne qu'ils ont aimée est détruite et que ils ne retrouveront plus jamais la personne qu'ils ont aimée, qui préfèrent aimer et se dire que c'est elle sur une autre personne qui n'est pas du tout elle. Ils préfèrent se mentir et aimer une personne qui n'est pas la bonne personne, mais qui est en bonne santé, plutôt que de souffrir et de connaître réellement ce qui s'est passé. Tellement ils aiment, tellement ils sont proches de cette personne, ils n'ont pas envie de savoir qu'elle a souffert et qu'elle est autre chose que ce qu'ils pensent être. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment une pièce de théâtre sur l'identité qui est très bien menée. Ça a été inspiré par un fait réel où c'est une mère, si je me souviens bien,
qui est persuadé que son fils est vivant et pour dire à tout le monde que son fils, non c'est son fiancé ou son fils, non c'est je ne sais plus, enfin bref c'est une personne qui était persuadée que la personne qui lui était chère était vivante et elle préférait retrouver cette personne chère dans une inconnue en disant que oui c'est lui, c'est lui, c'est lui, je vous jure que c'est lui, plutôt que de se dire non il est décédé et je le reverrai plus jamais. Elle préférait dire que cet inconnu était un membre de sa famille. Donc voilà, vraiment je vous conseille ce livre. Je ne le connaissais pas avant de le lire à l'université et vraiment, je suis heureuse de l'avoir découvert. Ensuite, nous sommes sur une lecture que là, j'ai pas trop aimé. Enfin, au début, je me suis dit, waouh, il y a un potentiel énorme. Et en fait, ça m'a déçue. Voilà. Donc, on est sur la visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt aux éditions L'Arche. Et donc, on est dans un petit village. Vraiment, moi, je me suis imaginé un petit village ensoleillé, avec plein de bois autour, avec des petites maisons chaleureuses, des villageois chaleureux qui se promènent dans la rue et qui n'ont pas de soucis à se faire. Mais le souci, il est là. C'est que ces pauvres gens-là, ils sont dans un village qui est complètement ruiné. Il n'y a plus de travail, ils vivent des aides sociales, ils vivent du chômage tellement ça a été ruiné. Il y a un huissier qui vient pour essayer de trouver les dernières richesses du village pour essayer d'éponger leurs dettes. Vraiment, ils sont ruinés, quoi. Le maire est ruiné, les commerces sont ruinés, les gens sont ruinés, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'en sortir, c'est la visite donc de la vieille dame, c'est la visite de Claire, qui était une ancienne fille du village qui a épousé un homme riche et qui, de coup, est devenue riche. Alors, elle a épousé un homme riche, mais maintenant, elle en est à son 8e mari. Voilà, elle a fait que ça, d'épouser des gens. Et donc, elle arrive dans le village, et là, tout le village sort, le spectacle, les grandes pompes, ils font la fête, ils essaient de tout faire pour qu'elle se sente bien dans le village, pour qu'elle paye, en fait, pour qu'elle leur donne de l'argent. Sauf qu'elle, elle a prévu quelque chose d'autre, et donc, dans ces conditions, parce qu'elle veut leur donner 1 milliard, si je ne me trompe pas. 1 million ou 1 milliard, enfin bref, c'est millions, donc c'est peut-être 1 million qu'elle veut donner. Je pense que c'est 1 million. Et en condition de l'argent qu'elle va donner, elle veut qu'on tue Il. I-2-L, voilà, il s'appelle comme ça. Donc je sais pas si c'est Il. Je pense que c'est Il. Bref, elle veut qu'on le tue, parce qu'elle est arrivée dans le train, pas avec des bagages. Non, 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 madame est arrivée avec un cercueil, parce qu'elle veut absolument qu'on tue cet homme, pour qu'elle puisse donner le chèque. Et moi je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, c'est trop bien. Vraiment, l'idée elle est incroyable, elle est géniale. Et je sais pas, ça s'est essoufflé à un moment donné et je me suis dit, le potentiel est parti. Bref, c'est pas grave, l'histoire était bien quand même, mais il y avait trop de choses étranges. Par exemple, Claire, elle se marie, le lendemain elle divorce. Le surlendemain, elle va se remarier. Le surlendemain, elle va divorcer et du coup, elle arrive à 8 maris comme ça. Enfin bref, du coup, on est quand même sur une histoire d'identité parce que il se retrouve à se dire mon Dieu, les villageois, tous mes amis vont vouloir me tuer parce que si je ne meurs pas, ils n'ont pas d'argent et donc s'ils n'ont pas d'argent, ils restent pauvres et toute leur vie ils ont été pauvres, toute leur vie ils ont fait des sacrifices pour vivre et donc s'ils n'ont pas l'argent, toute leur vie à être sacrifiée comme ça a été inutile quoi. Donc il se dit mon Dieu, à chaque pas que je fais, quelqu'un peut me tuer. Sauf que les villageois vont lui dire non, 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 tu restes vivant, on va pas te tuer, on va pas se déshonorer pour de l'argent, on va rester comme on est et on va lui refuser son chèque. C'est bien un moment, sauf qu'à un moment donné, les gens se disent oui, bon, l'argent ça manque un peu. Et là, il va devoir essayer de comprendre qui sont les gens qui vont vouloir le tuer et qui sont réellement avec lui. Voilà, je vous en dis pas plus. L'histoire est très intéressante, mais voilà, j'ai été déçue de la fin. C'est ça qui m'a posé problème, c'est que j'ai été très déçue de la fin. Ensuite, le dernier livre de littérature comparée, c'est Albert Camus, Le Malentendu, aux éditions Folio Théâtre, édition de Pierre-Louis Ray, parce que j'ai eu du mal à la trouver, donc je vous précise que c'est de son édition à lui. Voilà. Donc on est sur une histoire assez étrange. Je l'ai lu
Je l'ai lu d'une traite parce que vraiment... Tac, 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 si je vous retrouve... Voilà, là on est à la fin. Hop, voilà. En gros, la pièce de théâtre, elle fait ça. C'est écrit très très gros. Vraiment, on a des pages où c'est que quelques lignes à lire. Vraiment, voilà quoi. C'est vraiment, ça se lit très très vite. Ça a une centaine de pages à peine. Une centaine de pages à peine. Vraiment, ça se lit très très vite. Mais j'ai été perplexe par cette histoire et je vais lire je vais vous lire le résumé et vous allez me dire ce que vous en pensez. Midi, la salle commune de l'auberge, elle est propre et claire, tout y est net. Rêvant de faire fortune et d'aller vivre au soleil, Martha et sa mère assassinent pour les dépouiller les clients de leur auberge. Un jour, le frère de Martha, parti depuis 20 ans, revient incognito et prend une chambre chez les deux femmes. Déjà mise au jour par le mythe de Sisyphe, la réflexion sur la condition humaine donne au malentendu les contours équivoques qui sont ceux du théâtre de l'absurde. D'un malentendu, Camus a fait le sujet d'une tragédie moderne. Le malheur y vient, moins de l'aveuglement, propre au tragique grec, que d'une éperdue volonté de bonheur, soutenue par une énergie prête au crime. J'en ai assez de porter toujours mon âme, j'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue les questions. Martha. En gros, on est sur l'histoire de Martha et sa mère qui rêvent, enfin c'est surtout Martha qui rêve d'aller au soleil parce que elles ont eu une vie assez pauvre, donc elle rêve que sa vie change et qu'elle mérite d'aller au soleil. Donc, pour aller au soleil, qu'est-ce qu'elle fait, cette brave dame? Elle a une auberge et elle tue les gens qui viennent dans son auberge. Oui, oui madame, elle tue les gens qui viennent dans son auberge pour les dépouiller, leur piquer leur argent et ensuite elle les jette dans la rivière, comme ça, ni vu ni connu, personne ne voit. Et sauf qu'un jour, problématique, c'est leur frère Juan ou Jan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vient dans l'auberge et parce qu'il dit que puisqu'il est le seul homme de la famille et qu'il est le frère, il a le devoir d'aider financièrement sa mère et sa sœur et qu'elle mérite d'avoir de l'argent après avoir tant souffert de la pauvreté et d'avoir été aussi longtemps seule. Donc il souhaite les aider sans savoir ce qu'elle mijote avec toutes les personnes, tous les visiteurs de leur auberge. Voilà, donc le titre Le Malentendu est incroyable, c'est littéralement ça. Toute la pièce de théâtre est un vulgaire malentendu et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré. Je suis restée perplexe mais j'ai adoré. Pardon. Vraiment voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre que ça. Mais en fait je me rends compte qu'en fait je vous fais un mini résumé et un mini avis des livres. Alors que je suis censée le faire dans une autre vidéo. C'est pas grave. Au moins on fait comme ça. Ensuite, pour littérature et art, je devais lire Cendrillon de Charles Perrault. Donc j'ai pris Charles Perrault, conte, édition de Catherine Magnan, illustration de Gustave Doré, aux éditions classiques, le livre de poche. Donc il y a des petits post-it parce que j'ai beaucoup étudié cette œuvre-là pour me taper un 11. Voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bref, du coup, je pense pas que je vais vous parler, vous faire un résumé de Cendrillon. Je pense que vous connaissez, mais et du coup j'ai dû faire la comparaison avec Cendrillon, enfin Aschenputtel des frères Grimm, qui est aussi beaucoup trop intéressante et aussi incroyable que celle de Charles Perrault. Donc voilà, je pense que vous connaissez Cendrillon par Disney, que vous connaissez Cendrillon par les livres de contes qu'on a quand on est petit, mais je vous conseille fortement d'aller à la racine, d'aller à l'origine de cette histoire et de lire les histoires qui ont été écrites à l'époque de Charles Perrault et un petit peu après Charles Perrault, à l'époque des frères Grimm, après. Vraiment, je connaissais certains contes, je savais que les contes Disney avaient été très très romantisés, avaient été très enfantins, ils avaient été très radoucis et de façon à ce que les enfants puissent les voir, les comprendre. Mais certains je ne les connaissais pas et j'ai été agréablement surprise de les adorer encore plus dans leur version originale que dans leur version Disney. J'adore Disney,
mais les versions originales, enfin les originaux, pardon, sont bien plus incroyables. Ensuite, c'est pour quel cours déjà? Oui, oui, oui. Je suis très avancée dans mes cours, vous voyez. Je me demande si c'est pas le 16e. Je crois que c'est le 16e siècle. Que je me trompe pas. À mon avis, c'est ça. C'est la littérature du 16e. Hein. Et c'est là, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie si c'est pas ça? À mon avis, c'est ça. Si c'est pas ça, je recorrigerai, mais c'est littérature du 16e, Louise Labbé. Et là, je dis une grosse bêtise et je me dis, c'est comme ça que j'aurai pas mon année. Mais oui, 1555, c'est le 16e siècle. Donc oui, j'avais raison, depuis tout à l'heure, Voilà. Bref, on est sur Louise Labbé, œuvre. Donc vous voyez à l'état du pauvre livre qui est tout pété, tout plié, qu'il a eu beaucoup d'heures de travail dessus. Je vais vous lire un peu ce qui est écrit derrière parce que je l'ai lu il y a très longtemps, donc je sais plus. Enfin, je sais de quoi ça parle. J'ai le cours en tête. Ça parle de beaucoup de choses. En publiant un unique livre en 1555, cherchez partout, c'est écrit derrière. Louise Labbé a fait entendre une voix nouvelle, un dialogue mythologique, insolent et facétieux. 3 élogies et 24 sonnets, le tout précédé d'une saisissante épître programmatrice, et suivi de 24 poètes de divers poèmes, de 24 poèmes de divers poètes, en son honneur. Autant de manières de renouveler la représentation de l'amour transmise par la littérature et la société et de revendiquer pour les femmes le droit de penser et d'écrire. Cette nouvelle édition intégrale des œuvres de Louise Labbé, lyonnaise, donne à entendre cette voix pour les lecteurs d'aujourd'hui, notamment grâce à une double annotation qui éclaire à la fois les subtilités lexicales et les références d'une écriture originale et puissante. On est sur une œuvre que je ne pensais pas aimer, j'avoue, j'arrête pas de vous dire ça, mais en fait, je n'aime pas trop la littérature avant 17e. Et là, c'était une œuvre du 16e siècle et j'étais, je sais pas si je vais aimer. Mais en fait, c'est une dinguerie. J'ai adoré. On est littéralement sur la remise de l'origine de l'amour rend aveugle. Donc on est sur l'histoire de Cupidon qui doit se rendre à une fête, à un événement. Et donc il y a la folie, si je me souviens bien comment elle s'appelle. Folle, donc je pense que c'est ça, folie. Et il y a Folie qui veut absolument pas qu'il passe avant elle. Et donc lui, il est jeune et dynamique. Comme me dit tout le temps mon moniteur de conduite, il faut être jeune et dynamique. Il est jeune et dynamique et donc il passe devant Folie et elle est en mode bah non, tu passes pas devant moi en fait. Et donc là, elle va lui crever les yeux et c'est là que l'amour rend aveugle. Et donc on a toute une histoire là-dessus, le jugement de la folie par ça, le fait que sans amour on n'a pas de folie, sans folie il n'y a pas d'amour. Enfin vraiment, c'est toute une pensée, c'est tout un dialogue sur l'amour et la folie. Et vraiment, j'ai adoré. Donc ensuite, on a des petits poèmes, des petits élégies pour honorer Louise Labbé. Et il y a cette grande interrogation qui plane un peu sur Louise Labbé. Tout le monde se demande si... Enfin, tout le monde se demande. Les historiens, les critiques littéraires, tous ceux qui aiment faire des théories littéraires et qui vivent pour la littérature et qui font des thèses littéraires, certains se demandent si Louise Labbé a réellement existé et si cette femme qui, excusez-moi, au XVIe siècle a écrit des choses qui, je pense pas, qui étaient normales, enfin normales, c'était normal de les penser, mais qui n'étaient pas autorisées aux femmes de réfléchir à ça, d'y penser et de passer sa vie à ça. Donc certains historiens se demandaient si Louise Labbé n'était pas un homme sous la plume ou plusieurs hommes sous cette plume. Mais après avoir lu mon cours, après avoir lu le cours du prof, je pense réellement que c'est une femme qui a écrit ça et qui a pris son courage pour écrire des choses incroyables, qui était réellement passionnée par la littérature. Moi, je pense que c'est ça. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop bien fait, trop bien écrit. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je vous la conseille. Vraiment, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur
les classiques de la littérature que je vous conseille si vous avez peur de vous y plonger en fait. Si vous avez peur de vous plonger dans la littérature classique en vous disant ah, c'est pas fait pour moi, c'est trop long, c'est trop plein de descriptions, la langue française est beaucoup trop ardue à lire, je vais vous en conseiller. Rien que celle-là. Louise Labbé, œuvre. Vous lisez juste, après les poèmes, je ne sais pas si vous aimez ça, mais vous lisez juste Débat de folie et d'amour par Louise Labbé lyonnaise, Argument. Donc vous lisez le discours 1 et le discours 2, jusqu'au discours 5 je crois, si je ne me trompe pas. Oui, donc du discours 1 jusqu'au discours 5, et je suis persuadée que vous allez être comme moi, vous allez tomber amoureuse de cette plume incroyable. Voilà. Mon cours de enjeu de l'histoire littéraire, si je me trompe pas, ou c'est enjeu de critique littéraire. Non, c'est enjeu de l'histoire littéraire. J'ai dû lire Honoré de Balzac, Mémoire de deux jeunes mariés. Du coup, j'ai pris l'édition Librio 2 €, mais c'était pas l'édition qu'il fallait prendre. Voilà, mais en fait, j'ai pas trouvé l'édition qu'il fallait prendre, et j'ai été à la librairie et il y avait celui-là. Je me suis dit, pour 2 €, autant commencer ma lecture. Et en fait, autant commencer ma lecture, mais autant la terminer en fait. Purée, un coup de cœur pour Honoré de Balzac. Voilà, encore. Vraiment, c'est un énième coup de cœur avec Balzac. Vraiment, je sais pas, je pense que je suis un petit peu amoureuse de lui. Mais en fait, il écrit tellement bien. C'est ça le truc, c'est que il écrit tellement bien la femme que... En gros, là, on est sur Mémoire de deux jeunes mariés, et donc on a Louise et René qui sont deux meilleures amies, et elles vont être séparées par la vie, séparées par leur mariage, par les choses qui changent. Et donc une va rester à Paris, donc avec la vie mondaine, la vie très palpitante de Paris, et l'autre va comment ça s'appelle, Campagne, je crois que c'est Campagne. Bref, elle va, la deuxième, donc Renée, va aller dans un endroit beaucoup plus soft, beaucoup plus simple, beaucoup plus campagnard, qui est clairement moins sociétal, on va dire, mondain, voilà, c'est ça, qui est clairement moins mondain que Paris. Et donc Louise, qui sort tout juste du couvent, elle va vouloir vivre sa vie, parce qu'elle découvre la vie de Paris, elle découvre la vie qui n'est pas du tout la vie du couvent qu'elle pensait être. Et donc elle va vouloir vivre l'amour. Elle va vouloir faire un mariage d'amour, rencontrer l'homme de sa vie, l'homme qui va lui faire palpiter le cœur, qui va la faire frissonner, qui va lui donner des bouffées de chaleur, la faire s'évanouir de joie. Enfin bref, un homme qu'elle aime de tout son cœur, qu'elle veut découvrir l'amour, elle veut vivre le véritable amour. Et donc on a Renée qui est beaucoup plus terre à terre, qui elle va faire un mariage de convenance, on va appeler ça comme ça. Elle va épouser un homme, donc c'est Estorade. Elle va épouser monsieur de l'Estorade, si je ne dis pas de bêtises. Et donc elle va en faire, parce que c'est un homme simple, et elle va en faire un homme politique. Donc elle va créer l'homme qu'elle aime, elle va créer l'homme qu'elle souhaitait aimer, avec un homme qu'elle a trouvé simple, mais qu'elle s'est dit, c'est un mariage de sécurité, c'est pas un mariage d'amour, mais l'amour viendra petit à petit. Et donc par contre, Louise, qui est complètement différente de René, va tomber amoureuse de son professeur d'espagnol, qui est complètement moche. Vraiment, elle va envoyer des lettres à René, et elle va dire, mais il est moche, mais je l'aime, mais il est moche. Il est incroyablement intéressant, mais il est moche. Voilà, c'est ses mots, hein, il est laid, comme elle dit. Enfin bref, du coup, on va suivre leur échange épistolaire, parce que c'est un roman épistolaire, et j'aurais peut-être dû le notifier bien avant de faire ma petite chronique dessus. Donc, c'est uniquement des lettres que Louise et René s'envoient, et aussi on a des lettres d'autres personnages parfois qui arrivent, comme par exemple les lettres de Gaston, les lettres de René qu'elle envoie à son mari, les lettres que... oh pardon, mais j'ai une remontée. Les lettres que Felipe envoie à Louise, parce que l'homme laid mais très intéressant et très intelligent s'appelle Felipe, et c'est un espagnol, et Louise va tomber folle amoureuse de lui. Et vraiment, c'est une dinguerie ce livre. Je l'ai commencé hier, je l'ai terminé. Vraiment.
Il est un petit peu pavasse en plus, hein. Je sais pas combien de pages il fait, hein, mais... Bon, il fait 300 pages. On dirait une pavasse. Voilà. Mais après, il fait 300 pages, mais vous voyez comment c'est écrit petit. J'ai pris au moins 9 heures à le lire. Enfin bref, je l'ai dévoré, mais j'ai pris au moins 9 heures à le lire. Mais il faut que je vous dise un truc. Balzac, ça doit être une femme. Je suis désolée de dire ça, mais ça doit être une femme. Il parle de la maternité d'une façon, mais tellement incroyable. Il m'en a vraiment, il y a eu des moments, des scènes où j'en avais les larmes aux yeux, tellement il parlait bien de la souffrance des femmes, de la souffrance qu'on peut éprouver lorsque notre enfant est malade, la puissance qu'on a de notre bébé qui est là, qui pleure de douleur et on peut rien y faire. Vraiment, Balzac, c'est un pur génie. Enfin, tout le monde sait que c'est un pur génie, mais là, waouh, encore plus quoi. C'est un génie ce mec. Et du coup, on a vraiment le contraste entre Louise qui elle est un peu jeune fille, un peu faux-folle, immature, qui rêve d'amour et qui fait un mariage d'amour, mais qui aura les problèmes du mariage d'amour. Enfin, les problèmes. On va dire que c'est pas vraiment des problèmes dus à son mariage d'amour, mais Louise qui est follement amoureuse, elle ne peut pas avoir de bébé, elle n'arrivera pas à avoir d'enfant. Et Renée qui elle ne fait pas vraiment un mariage d'amour, mais qui est heureuse dans son mariage, fait plein de bébés. Donc vraiment c'est le contraste entre la jeune fille qui reste jeune fille parce que elle est épouse, elle est amante, mais elle ne sera jamais mère, et l'autre qui est mère, enfin qui a été amante, épouse et ensuite mère. C'est un contraste entre les deux qui est incroyable, et même si parfois elles ne s'entendent pas, elles n'ont pas les mêmes pensées, la même façon de penser sur une situation, ou même la même maturité en fait sur les circonstances de la vie, sur comment réagir à quelque chose, elles se soutiennent inlassablement. Quand il y en a une qui envoie pas une lettre, l'autre elle lui envoie «Eh oh, ça fait un mois que tu m'as pas envoyé de lettre, qu'est-ce que tu fais quoi? Pourquoi tu me parles plus?» Et elle se gronde parce que par exemple l'autre va entendre un écho sur «Eh, t'as fait ça à Paris, mais vraiment, qu'est-ce que tu pensais quoi?» Vraiment en fait j'avais l'impression que Renée c'était la mère de Louise et que Louise c'était la jeune fille qui était à Paris et qui se faisait gronder par Renée. Et du coup on avait Louise qui était «Je t'ai entendu, je te comprends, mais moi je ne pense pas de la même façon, donc je vais continuer à faire ça et tu verras que c'est moi qui ai raison et toi qui as tort.» Vraiment, il y avait une petite bataille entre qui avait raison et qui avait tort. Et en même temps, en fait, elles avaient juste raison toutes les deux. Elles n'avaient pas la même vie et elles faisaient ce qu'elles voulaient de leur vie, en fait. Et vraiment, j'ai trouvé tellement ça incroyable. C'est qu'elles pouvaient se râler dessus, s'engueuler, se faire limite la gueule par jalousie. Il y a une scène où Louise est jalouse de René. Et Renée, elle lui en veut pas. Louise ne lui en veut pas au final. Et dès qu'il y a quelque chose de grave qui arrive à l'autre, l'autre accourt. Même si l'autre est à Paris et l'autre est à l'autre bout, c'est pas grave. Je crois que l'autre est à Paris et il y en a une autre qui est près de Marseille, quelque chose de ce genre-là. Et elles accourent l'une vers l'autre pour s'aider, pour se soutenir. Il y a des scènes, oh là là, je sais pas si ma caméra est bien mise, mais il y a des scènes, elles m'ont arraché les larmes. Tellement elles se soutiennent, il y a des moments où Louise va vivre des choses dures qui font que on pleure, on lâche des larmes, et il y a Renée qui va la soutenir, qui va lui envoyer autant de lettres que possible, elle va lui dire viens chez moi ou je vais venir chez toi. Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment deux meilleures amies qui vivaient dans une époque assez difficile où on demande beaucoup de choses aux femmes, sans leur demander leur avis, sans leur demander si elles vont réellement bien, sans les prendre en considération quoi. T'es une mère donc tu fais ça et voilà, t'es la mère de tes enfants et t'as rien à te plaindre, t'as pas le droit de te plaindre, ou t'es la femme de ton époux et tu obéis à ton époux et tu ne dis rien. Mais là elles étaient quand même maîtresses de leur destin, tout en étant esclaves et soumises par la société en fait de l'époque. Et vraiment, je vous le conseille ce livre. Déjà, l'illustration, c'est exactement ça. Renée, Louise. Regardez, Renée qui est belle avec son bébé dans le ventre, et Louise qui est magnifique dans ses vêtements de riche en fait. Et voilà, elles se soutiennent, elle est vraiment, je vous conseille cette lecture qui m'a émue à un point incroyable. Et si d'ailleurs, parce que moi je l'ai lu en même temps que d'écouter quelqu'un qui me lisait, et j'ai trouvé cette façon incroyable parce que du coup c'était vraiment génialissime de le vivre comme ça.
Et donc je vous mettrai en barre d'infos la chaîne YouTube d'une personne qui lit beaucoup de livres en fait classiques et qui les lit de façon très très intéressante. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous pensez que vous n'êtes pas capable de lire des œuvres classiques, mais par contre les écouter de quelqu'un qui vous les lit et qui vous donne des explications sur certains points. Ça peut être très intéressant pour vous. Donc vraiment je vous donne le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai en littérature comparée, cette fois-ci du second semestre, donc le semestre 6. Je regarde juste si j'ai pas d'autres livres, mais je crois que c'était tout bon pour le semestre 5. Je pense que c'est bon. Donc là, c'est vraiment que des livres que je n'ai pas encore lus, parce que vraiment, je suis un peu à la bourre, je vous le dis. Donc, pour littérature comparée du semestre 6, nous avons le thème sur Hamlet. Donc, c'est toutes les histoires, enfin, tous les romans, toutes les œuvres qui ont été écrites qui parlent de Hamlet de Shakespeare. Donc, Hamlet, je ne l'ai jamais lu. Voilà, je ne peux pas vous faire un résumé, je ne l'ai jamais lu. Mais voilà, c'est aux éditions Folio Théâtre, traduit de Jean-Michel Després et des éditions bilingues par Gisèle Venet, parce que j'ai la version anglaise d'un côté et la version française de l'autre. Bien évidemment, je ne parle pas anglais, donc je vais lire la version française, mais je vais me pencher un peu sur la version anglaise pour voir un peu comment Shakespeare écrivait. Même si je ne sais pas trop bien parler, enfin je ne sais pas parler anglais, mais je sais à peu près lire l'anglais, donc normalement ça devrait le faire. Not I, my lord, by... Oui, bah voilà. Ça, par exemple, Not I, my lord, oui, c'est pas moi, Seigneur. La meuf va vérifier la traduction. Donc voilà, et donc sur tous les livres qui concernent Hamlet de Shakespeare, de William Shakespeare, je dois lire Enquête sur Hamlet, le dialogue de sourds de Pierre Bayard. Pardon, je vous montre pas bien. Donc les éditions de Minuit, collection double. Alors là, je sais pas du tout ce qu'est ce livre, ce roman. Je pense que c'est un essai sur les textes. Là, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça va me donner. Je pense que c'est le genre de lecture où je vais me tirer une balle. Ou alors, tout au contraire, comme je pensais que j'allais me tirer une balle avec les romans de littérature comparée du premier semestre avec Comme tu me veux, alors que en fait, j'ai adoré. Peut-être que ça, je vais adorer aussi. Mais c'est pas le genre de lecture que j'avoue que j'aurais été moi-même. Ensuite, je dois lire, toujours aux éditions de Minuit, Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltez. Je sais pas si je le prononce bien. Et donc ça, c'est une toute petite, vraiment c'est tout petit, vraiment vous voyez, c'est vraiment, ça va se lire très très vite. Les pages sont assez blanches au final. Donc ça, je pense que je vais le lire très très vite. J'espère. Il m'a quand même coûté 12,50€ pour un livre qui fait 12,50€ pour un livre qui a pas de couverture, qui a littéralement beaucoup trop de pages blanches. 12,50€. Je viens de penser à ça, mais attends. Celui-là, je l'ai payé 8€. Et il est beaucoup plus plein quoi. Vraiment, voilà quoi. Un peu abusé, je trouve. Voilà, bref. Et ensuite, si je me trompe pas, j'ai l'impression de me tromper. Je ne sais plus c'est dans quelle matière. Enfin bref, de toute façon là j'ai un doute sur les matières, donc au pire quand je les aurai lues, je vous dirai dans quelle matière je les ai eues. J'ai aussi à lire donc la suite de l'histoire de Geneviève Fraise, donc actrice créatrice aux éditions Seuil, La couleur des idées. Donc l'émancipation des femmes a suivi deux chemins parallèles et distincts au lendemain de la Révolution française et au commencement du débat démocratique, celui du pour toutes et celui du pour chacune. Le premier menait aux droits civils et civiques, citoyenneté, éducation, emploi, responsabilité individuelle, autonomie sociale. Le second ouvrait la voie à la liberté de créer, de penser, d'écrire, de partager avec les hommes les lieux de la jouissance intellectuelle et artistique. C'est sur le deuxième chemin emprunté par ce livre que j'ai voulu arpenter la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, pour une femme artiste, ce n'est pas seulement la conquête de droits et la transgression des contraintes établies, c'est aussi la construction de pratiques nouvelles et le déplacement des repères obligés. L'égalité, c'est encore la liberté de trouver de nouvelles formes esthétiques et intellectuelles. Et c'est pourquoi, sans s'arrêter à l'identité sexuelle ou à la visibilité sociale, ce qui est en jeu, ici, c'est d'abord et avant tout la création.
Waouh! Excusez-moi, il faut que je retrouve de quel cours il s'agit parce que j'ai très hâte de l'étudier en fait. Waouh, c'est un livre sur les droits des femmes, mais c'est une dinguerie. Je le savais pas. Voilà. Je me suis vachement intéressée au cours de ce semestre-ci et on est déjà en mars. Plus que 2 mois et je suis au partiel. Vous allez voir, ça va grimper. Vous allez voir que des littératures classiques qui vont passer dans les prochains mois. Les partenariats ils vont être en pause et mes lectures plaisir, elles n'existeront plus parce que je vais être en retard à la bourre et je vais devoir lire tout ça parce que vous n'avez pas encore vu ce qu'il me reste à lire. C'est juste parce que j'ai pas su gérer mon temps avec le travail et YouTube et les littératures et enfin bref, les cours, le travail, YouTube, voilà bref. Le permis, voilà. Donc cette lecture m'a l'air incroyable. Vraiment, je pense qu'elle va passer très très vite dans mes lectures. Surtout que c'est écrit assez gros, il est assez fin. Il fait combien de pages? Il fait 135 pages. En vrai, j'ai la chance cette année d'avoir des livres qui sont à peu près petits. Je dis bien à peu près parce que les livres qui vont suivre ne sont pas à peu près petits. Ensuite, je crois que ça et ça c'est ensemble, mais j'ai un doute. Donc je vais pas faire de, je vais pas vous dire de conneries. Je préférais me taire et juste vous décrire les livres. Ensuite, je dois lire donc Être ici est une splendeur de Marie Dariusz Sek. Vie de Paula M. Baker. Je ne sais pas ce que c'est. Paula Modersohn Baker voulait peindre et c'est tout. Elle était amie avec Rilke, elle n'aimait pas tellement être mariée, elle aimait le riz au lait, la compote de pommes, marcher dans la lande, Gauguin, Cézanne, les bains de mer, être nu au soleil, lire plutôt que gagner sa vie, et Paris. C'est totalement moi. Enfin, juste pour lire plutôt que de gagner sa vie. Hein. Pas pour être nu au soleil. Quoique ça peut faire du bien des fois. Elle voulait peut-être un enfant, sur ce point ses journaux et ses lettres sont ambigus. Elle a existé en vrai de 1876 à 1907. Waouh, elle n'a pas existé longtemps, mais... Waouh. Alors je me demande si ces deux livres-là ne seraient pas ensemble. Puisque ça m'a l'air d'être des livres assez féministes. Et je connaissais pas du tout, donc on est sur une biographie qui m'a l'air mais, vraiment intéressante. Les joies de l'université, en fait, on découvre des livres qu'on n'aurait jamais lus. Voilà, si on n'avait pas été à l'université. Et là, oh là là, ça commence trop bien. Je vais le lire bientôt, très très vite. Vraiment, la première phrase, elle m'a... La première phrase, c'est Elle a été ici, sur la terre et dans sa maison. Dans sa maison, on peut visiter 3 pièces. Leur accès est limité par des rubans de velours rouge sur un chevalet, une reproduction de son dernier tableau, un bouquet de tournesol et de roses trémières. Elle ne peignait pas que des fleurs. Une porte... Oh là là. Bref, je vais pas tout vous lire le premier chapitre, mais... Une dinguerie encore, vraiment. Je vais remercier mes profs en fin d'année pour m'avoir fait découvrir des merveilles pareilles. Ensuite, je me demande si ce livre-là n'est pas aussi dans les 2 autres livres, parce qu'on est sur Un lieu à soi de Woolf, donc de Virginia Woolf, aux éditions Folio Classique, tout comme celui-ci qui est aux éditions Folio. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà. Ah non, il va avec Hamlet. Pourquoi Hamlet n'a-t-il pas été écrit par une femme? À cette question, faussement naïve et vraiment provocante, en 1929, Woolf répond car une femme n'aurait pas eu un lieu à elle pour écrire. De quel lieu s'agit-il? Espace concret de la pièce de travail où s'isoler, espace temporel où les femmes sont libérées des tâches domestiques, espace mental où elles sont libres de penser, espace de liberté économique aussi que leur permet de s'assumer seules. C'est enfin l'espace qui reste à créer dans la tête des hommes et des femmes pour admettre que oui, les femmes peuvent travailler, penser et écrire à l'égal des hommes. Impeccable démonstration historico-sociale sur les obstacles qui ont conduit les femmes à demeurer dans un état de minorité face aux hommes. Un lieu à soi est un texte hybride, tout à la fois essai, récit autobiographique, fiction utopique et manifeste idéologique. Woolf met sa finesse et son ironie au service d'une cause toujours actuelle. Désolée, mais en fait, les profs, là, cette année, ils ont des livres dingueries sur le féminisme en même temps que d'aborder les thèmes du cours. Là, on est quand même sur du Hamlet, tout en abordant une cause féministe, comme du coup Mémoire des 2 jeunes mariées, qui expliquait la dureté des femmes à cette époque-là, et que quoi qu'elles fassent, des fois on les critiquait, alors que
C'était juste une autre façon de penser et une autre situation méconnue par cette personne-là. Vraiment, être ici est une splendeur et aussi un écrit sur une femme. La suite de l'histoire aussi est un écrit sur une femme. Vraiment, je suis honorée cette année. J'aurais dû plus m'y intéresser plus tôt. Voilà. Ensuite, ça j'ai commencé à le lire, mais j'ai pas trop aimé. Donc je vais être obligée d'y retourner. Hein. Mais en plus, c'est écrit très très court. Donc en vrai, je peux potentiellement le lire rapidement. Il s'agit de Chérie, un amour transgressif, Colette. Donc c'est le dossier, nouveau programme, les classiques pédagogues, le livre de poche. Donc on est dans le Paris de la belle époque. Léa de Longval, une courtisane de 49 ans, et Chérie, de 24 ans, son cadet. Entretient une liaison sensuelle et joyeuse, mais vient pour Chérie l'heure de se ranger en épousant la jeune Edmée. Comment les amants vivront-ils cette rupture? Que leur révélera-t-elle sur ce qui les unit ainsi que sur eux-mêmes? J'ai eu du mal à lire, je suis désolée. Mais c'est très sensuel, c'est très sexuel en fait ce texte-là. Du coup, c'est ça qui m'avait déplu quand je l'avais commencé. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je vais le lire rapidement. Déjà, regardez-moi cette photo. Voilà. Je vais le lire rapidement, je pense, parce que ça, c'est vraiment écrit assez gros. Et vraiment, il est petit. Je sais pas combien de pages il fait. Mais 239 pages. Je pense que une pause de 4 heures à BK et il est fini, quoi. Ensuite, j'ai à lire Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, une amitié passionnelle. Alors moi je l'ai acheté d'occasion, du coup je l'ai payé alors qu'il était offert. Voilà, c'est pas grave. Donc aux éditions Folio, et il s'agit donc, c'était vers 1907, le petit et rond Jules, étranger à Paris, avait demandé au grand et mince Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des quads-arts. Des quads-arts, comme l'art littéraire, enfin art. Et Jim lui avait procuré une carte et l'avait emmené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et choisit un simple costume d'esclave que naquit l'amitié de Jim pour Jules. Ah, c'est une fille. Ah. Bah non. Elle crut pendant le bal où Jules fut tranquille. Attendez. D'esclave qui naquit l'amitié de Jules pour Jim. Elle crut pendant le bal où Jules fut tranquille, avec des yeux comme des boules, pleins d'humour et de tendresse. J'ai pas compris. Pourquoi on passe de il à elle? Je ne sais pas, mais je vais vous dire ça quand je l'aurai lu. Je ne comprends pas pourquoi on passe de il à elle, mais ah, Lucie, Gertrude. Bon, les prénoms sont assez représentants de 1907, mais je ne sais pas. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Je n'ai pas compris. Mais je pense qu'en fait, ça va finir par être un trio en fait de garçons et une fille, je suppose, et ils vont tomber amoureux. Je ne sais pas. Ensuite, je dois lire La modification de Michel Butor, qui est un roman que je dois lire depuis le collège, que je n'avais jamais lu. Et voilà, j'aurais dû le lire quand j'étais au collège, quand on m'a demandé de le lire. Je n'aurais pas eu à le lire maintenant. Donc il est aux éditions de Minuit, collection double. Dès la première page, vous rentrez dans le livre. Ce livre que vous écrivez en le lisant et que vous finirez par ramasser sur la banquette du train qui vous a conduit de Paris à Rome. Non sans de multiples arrêts de détour. Le troisième roman de Michel Butor, paru en 1957, la même année que la jeune Bob. Alan Robbie. Non, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Ça m'en dira pas plus, et c'est une petite pavasse. Donc, ça va être long. C'est une pavasse, il est écrit, mais regardez-moi ça. Il fait presque 350 pages. Il donne pas envie de le lire, et je ne sais même pas de quoi ça parle en fait, du coup. Mais je crois que c'est un roman littérairement très différent des autres romans. Je crois qu'il appartient à aucune catégorie de roman ou un truc du genre. J'avais entendu parler de ça, mais je ne sais pas. Ensuite,
Je dois lire Voltaire, Lettres philosophiques, dernier écrit sur Dieu, aux éditions GF Flammarion. Donc là, je sais pas si je peux. C'est des lettres, je crois. C'est un roman épistolaire avec plusieurs lettres qui parlent de tout ce qui se passe dans le monde, si je me trompe pas. C'est lettre de Memmius à Cicéron. Il faut prendre un parti. Vous voyez à quel point je connais mes cours? Voilà. Ensuite, le dernier livre, enfin le dernier roman que je dois lire, enfin, si on peut appeler ça un roman parce qu'il est assez spécial. Il s'agit de Journaux 2 de Marivaux aux éditions GF Flammarion que je viens de recevoir parce que quand j'ai fait ma tournée des librairies pour l'acheter, eh ben, je l'avais oublié. Donc voilà, je me le suis procuré. Je vais vous lire le résumé, il m'a l'air un petit peu intéressant, je ne sais pas. Sait-on que Marivaux, romancier et dramaturge de renom, fut aussi journaliste avant la lettre. Il collabora pendant près de 40 ans au périodique de son temps et créa plusieurs journaux dans lesquels il exerça seul sa plume. Le second tome de cette édition fait la part belle au plus philosophique d'entre eux, les 7 feuilles et de l'indigène philosophique. C'est philosophe, pardon. Ok, je savais pas. Du coup, ça peut être intéressant. Mais ça m'a l'air d'être une pavasse. Oh là là. Oh là 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 là, c'est comme une pavasse. Oh. Alors vraiment, vraiment, je vais me répéter. Mais par contre, les maisons d'édition qui font des classiques là, est-ce que vous pourriez pas rendre les classiques plus corrects à lire, plus agréables à lire? Parce que ça là, déjà qu'on n'a pas envie de le lire. Une pavasse pareille, on n'a pas envie. Hein. Fait combien de pages le truc? 426 pages. 426 pages, Marivaux, t'es intéressant, mais... Voilà quoi. Donc après ce râlage, désolée pour mon petit râlage, mais je ne sais pas combien de livres je viens de vous présenter, combien de livres je dois lire. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Heureusement que j'ai lu la moitié. Hein. Donc si, je vais pas tomber, si je résume en une pile de livres, ce que je dois lire cette année pour l'université. Ça passe même pas dans le cadre, si je fais comme ça. Voilà. Je veux pas vous faire peur, mais allez à l'université. Non, je rigole. En vrai, l'université, vraiment, c'est très intéressant. Si vous aimez sincèrement la littérature, c'est le meilleur moment de votre vie. C'est un moment incroyable. Enfin, déjà, vous découvrez énormément de lectures auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Et en plus, vous apprenez à lire d'une façon très intéressante. Par exemple, même la lecture plaisir, maintenant, j'analyse beaucoup ce que je lis. Et je me dis que, après, je sais pas si ça peut vous enlever de l'amour à la lecture, mais je comprends plus facilement où veut aller l'auteur. Maintenant que je suis en 3e année de littérature, je comprends mieux ce que veut dire le lecteur, l'auteur, et je comprends que chaque élément dit par l'auteur est un élément qui probablement sera intéressant et important dans la suite de l'histoire. Et que, en fait, du coup, chaque détail compte dans un roman. Et que, voilà, quoi, c'est... Excusez-moi. L'auteur écrit certains mots à certains moments de façon assez précise et de façon à influencer la suite de l'histoire ou à nous montrer dès maintenant comment va se finir l'histoire. Des fois, c'est incroyable. Voilà. Par exemple, ici, là, la fin de l'histoire. Enfin, je sais pas si je dois vous le dire. En gros, certains éléments de la fin de l'histoire étaient déjà dits. En milieu, en début, voilà, bref. Il y a des éléments qui sont déjà dits, qui nous disent déjà ce qui va se passer à la fin. Et on s'en doute pas forcément. C'est une fois qu'on est à la fin, on se dit, bah oui, il nous l'avait dit. Hein. Voilà. Enfin bref. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles lectures. Dites-moi si vous les avez lues pour l'université ou si vous les avez lues pour votre plaisir ou si du coup je vous les ai fait découvrir. Dites-moi surtout aussi si vous êtes en licence, en lettres aussi. Dites-moi les lectures que vous devez lire pour votre licence ou si vous avez des lectures comme moi, identiques, un petit peu identiques. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à papoter en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.